Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hoop Culture. On espère que vous êtes en forme. On est ravis de vous retrouver. Les fêtes approchent. Il était sur le plateau du First Day Show, toujours aussi agréable, gentil. Il laisse le quiz à chaque fois à ses hôtes. Il n'était pas du tout au courant que Kylo Quinn avait été un joueur de basketball, mais c'est pas grave, on l'aime quand même. Théo, comment ça va? Bah, écoute, ça va très bien. Je suis ravi que tu donnes cette version de moi qui est assez détachée du compétiteur rageux que je peux être. Donc, voilà. Je préfère qu'on dise que j'ai fait exprès de laisser la victoire à Thomas Dufont sur ce quiz. Ça me va parfaitement. Oui, t'avais l'air un petit peu hagard quand même quand Kylo Quinn est sorti, hein. Mais littéralement, j'avais oublié l'existence de ce joueur. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pas que j'étais loin de trouver, c'est que j'étais dans un autre univers en fait. J'étais resté dans le Je pense que multivers de mon la nom semaine était dernière. plus proche de sortir que celui de Kylo Quinn. Ça c'est clair. J'allais sur le bout de la langue, j'allais le dire Pierre Armand Samama et puis hop, Thomas Dufont a trouvé la bonne réponse avant moi. Bon, un autre nom qu'on a sur le bout de la langue depuis un long moment maintenant, hein, c'est Ouais. le nom de Vincent Reculot qu'on est ravi de recevoir ce soir dans le cadre de ces magnifiques bouquins qui nous régalent en permanence. Le dernier vient de sortir, il est là, il s'appelle NBA Signature. Voilà, deux valent mieux qu'une présentation. Voilà, il est là, ce livre magnifique. On est en période de Noël, ça tombe bien, on voulait vous donner plein d'idées et Théo vous l'a présenté il y a une quinzaine de jours. Donc, on est ravis de te recevoir, Vincent. Comment ça va? Ça fait un moment qu'on en parle de te faire venir et ça y est, le moment est venu. Ça y est, c'est un honneur incroyable d'être invité dans le Hoop Culture. Euh, Tout d'abord pour échanger de vive voix avec vous deux. Et puis parce que je suis un fidèle auditeur. Moi, par la voix podcast, j'avoue que ça fait drôle de vous voir aussi en face parce que je vous ai souvent plutôt au son qu'à l'image. Donc voilà, en spécialiste des surnoms, voilà, Théo, je te considère un peu comme le Akhenaton de la presse basket. Parce que les- Ok. l'expérience, voilà, je trouve te fait ressembler un peu au rappeur marseillais. Et Pierre Armand, je lui avais dit en message privé, c'est un peu le passe salutaire de- du dimanche. Alors, on va pas bien s'entendre parce qu'Akhenaton et un pass sanitaire. Oui, oui, ça va pas. Ouais, mais justement, toi, tu es le passe Game over. salutaire. Voilà, on va Salutaire. dire. On va dire, c'est vraiment les deux mots qui ne peuvent plus, qu'on ne peut plus prononcer dans une même phrase. Bah, merci pour tout ça, Vincent. Effectivement, on est ravis Bien sûr. de t'accueillir. C'est vrai que c'est cool parce qu'on avait échangé des petits messages par-ci par-là via les réseaux sociaux, mais c'est toujours plus sympa de pouvoir échanger. Alors, on n'est pas de visu, on n'est pas dans la même pièce, mais au moins on peut se voir. Et tu parlais des surnoms parce que là, on a présenté, et on va y revenir, hein, ce livre NBA Signature, mais c'est pas le premier livre dont tu es l'auteur avec ton camarade Adrien Pompuy qui a signé toutes les illustrations pardon, qui sont vraiment super, super cool. Est-ce que tu peux nous dire, nous faire un petit rappel des autres livres que tu avais pu sortir auparavant? Eh bien, il y a 3 ans était sorti NBA All-Star Names, qui Trois était ans déjà. parti, d'un concept assez simple mais percutant. C'est aborder l'histoire de la NBA par le biais des surnoms de ces stars, de ces légendes, de ces joueurs actuels et puis des pépites en devenir, mais aussi des joueurs un peu moins connus, mais qui ont marqué l'histoire par leurs surnoms. Et c'est vrai qu'il y a 3 ans, on partait un petit peu dans l'inconnu parce qu'on débarquait un petit peu dans ce milieu de la littérature basket NBA. Et le succès était au rendez-vous. Et ça nous a conduit à proposer un nouveau travail NBA Signature. Alors, Et ça a été, ouais, vas-y, pardon vas-y. Théo, ça a été pour le coup une déferlante parce que ça a été décliné en plein d'autres éléments. Il y a eu le livre, mais il y a eu aussi des agendas qu'on voyait pour que vous promeniez dans des grandes enseignes, on les voyait partout. Ce visuel violet et vert. Et, euh, et donc, l'idée de se faire un second euh, numéro comme ça, NBA Signature, est-ce qu'il n'y avait pas le risque, vous n'êtes pas dit, on risque de redire les mêmes choses? Parce que moi, c'est un petit peu la crainte que j'avais, et pas du tout. Il n'y a rien qui se redit, ou en tout cas qui se chevauche. Ça n'a pas dû être simple d'arriver à refaire la même chose, mais cette fois-ci sur alors, des matchs, des actions, des joueurs, et surtout, moi j'adore les mascottes. Voilà, c'était le petit bonus.
Oui, pour en revenir à l'agenda, on a remarqué pendant nos séances de dédicace de NBA All-Star Names qu'on avait beaucoup plu au public jeune Mhm. qui était attiré par les super illustrations d'Adrien. Et ça amenait aussi les jeunes, dans un second temps, à la lecture des textes qui étaient plus courts. Et, et pour NBA Signature, on a voulu pousser le concept du surnom du joueur à des actions, à des moments, et moi permettre aussi, parce que le travail de dessin d'Adrien avait été titanesque sur le premier livre, moi ça me permettait un second livre avec moins d'illustrations mais plus grandes, mais moi de pousser un petit peu mes textes et d'aller un petit peu plus loin dans les explications de l'histoire de la NBA. Donc même idée d'appréhender l'ensemble des 8 décennies de la NBA, mais à chaque fois sous un prisme différent, donc qui ne se recoupent pas. Et je suis curieux de savoir comment ça fonctionne votre collaboration avec Adrien sur le choix des illustrations, des attitudes ou des articles. Est-ce que c'est vous échangez complètement même sur sur le comment dire sur l'élaboration du sommaire? Est-ce que c'est toi qui donne des idées, Adrien qui s'adapte? Comment vous fonctionnez tous les deux? Ah, c'est vraiment un travail, un duo. On est vraiment un duo. C'est vrai que ça me fait un peu drôle. Je défends mon travail aujourd'hui tout seul, mais je dois défendre le sien et le nôtre parce on est vraiment toujours en discussion, je dirais quotidienne. Euh, Souvent, je lance les textes, c'est moi qui propose un petit peu le concept des textes, mais Adrien a toujours un droit de regard dessus, a toujours une lecture, revient sur ce que j'ai dit, propose aussi des choses en amont, et lui dessine parfois à partir d'éléments du texte, d'éléments culturels que je cite dans le texte, et d'autres fois, il me dit, tiens, quand tu écriras ce texte-là, tu pourras éventuellement parler de ça parce que moi, j'ai un peu dans un coin de la tête cette référence. Donc, c'est toujours un ping-pong. Et voilà, c'est pas l'auteur d'un côté, l'illustrateur de l'autre. Tout est intriqué dans notre travail. Et je suis curieux de savoir, vous étiez potes à la base et après vous avez eu cette idée de bosser en commun ou est-ce que vous êtes rencontrés justement parce que peut-être toi ou lui avait cette idée de livre? Comment s'est faite votre rencontre? Bah, c'est assez incroyable. Euh, Moi, je suis kiné. Je m'occupais de l'équipe de basket de National 2 de Pornic. Et en 2019, j'ai cessé ma collaboration et je voulais trouver un autre rapport avec le basket. Et j'ai toujours aimé écrire. Et j'ai commencé à ouvrir un compte Twitter, à partager des, des souvenirs. Et j'ai été contacté par Patrick Parizeau de Basket Rétro, le Oui. site bien connu qui permet à des auteurs bénévoles d'écrire sur le basket. Et donc, voilà, j'ai commencé à écrire sur ce site-là. Et Adrien, à peu près en même temps, est arrivé, lui, pour proposer des bandeaux, comme font des illustrateurs sur le site. Et on a bien matché. On a fait plusieurs collaborations ensemble. Et au bout de quelques mois, il m'a dit, un jour, il faudrait qu'on lance un projet de collaboration. Lui, il a eu l'idée, un joueur, un portrait. Donc c'est lui qui a lancé l'idée. Moi, j'ai amené l'idée du surnom parce que j'ai toujours adoré les surnoms. Et puis on a lancé le projet. Alors pour la petite histoire, on habite à 50 km l'un de l'autre, mais comme on a lancé le projet pendant le Covid, on s'est vu 6 mois après le début. D'accord. On était des copains virtuels, des collaborateurs virtuels, mais voilà, au bout de 6 mois, on s'est enfin vu et c'était, bon, ça va, on s'est bien apprécié, heureusement. Et non, non, c'est super. Et donc, on a continué cette histoire. Et après, la belle histoire, on a proposé le projet à des éditeurs. Et Amphora, qui est l'éditeur de Rémi Réverchon, et maintenant Jack Monclar, de Fred Weiss, nous a accompagnés à notre plus grande surprise parce que on n'était rien du tout dans le paysage basket. Je crois que Rémi avait vu le projet et nous a soutenu auprès d'Amphora. Et voilà, c'est une personne généreuse comme on le connaît tous. Et donc voilà, je dirais l'histoire s'est mise en marche alors que au départ c'était un petit projet
deux fans de NBA dans leur coin et voilà, tout s'est enchaîné miraculeusement et merveilleusement. Alors, tu parlais de Jacques Monclar tout à l'heure, Vincent, il y a un petit point commun qu'on a avec Rivers, puisque Jacques Monclar écrit dans le MOOC sur chaque édition, et là, il a signé la préface de ce livre. C'est justement une simple histoire d'éditeur, ou c'est vous qui l'avez contacté en direct? Bah, avoir le même éditeur, ça nous a aidé bien sûr, mais j'avais eu l'occasion il y a 3 ans de faire une émission sur Feu Europe 1 dans le journal des sports. Et là, pareil, c'était magique. Les trois invités, c'était Jacques Monclar, Georges Eddy et Vincent Reculot. Moi, Ah ouais, magnifique. j'étais dans mes petits souliers. Et Jacques, qui avait reçu le livre chez Bean, euh, nous avait fait des compliments sur le livre, puisqu'il y avait Michael Ray Richardson, qui nous a quittés malheureusement, mais qui était dans le livre. Et, et donc voilà, on a échangé un petit peu sur les réseaux. Et quand s'est posé la question d'un préfacier pour ce nouveau livre, on a pensé naturellement à Jacques. Tu disais tout à l'heure petit projet, mais en fait, c'est des gros projets, hein. Mm. Enfin, on est bien placé pour mesurer au moins en partie la somme de travail que ça représente. Pour ce bouquin-là, pour le NBA Signature, combien de temps ça vous a pris concrètement entre le moment où t'as l'idée, où vous avez l'idée de faire un deuxième opus avec un nouvel angle, jusqu'au moment où ça sort? Plus de 2 ans. Euh, Comme NBA All-Star Names, c'est bien vendu dès le début. C'est vrai qu'on avait bénéficié, je pense, plus que cette année. Euh, Il n'y avait pas beaucoup de sorties de bouquins basket Hmm. fin 2022. Donc c'est vrai que on était bien représentés et ça s'est bien vendu. Donc l'éditeur a été super content et je pense que c'est pas à vous que je vais le dire. Quand on a un succès, et ben après c'est plus facile de proposer un projet. Donc je dirais, on a proposé le projet en 10 minutes, c'était signé. Et donc, on est reparti dès début 2023 sur l'idée que j'avais un petit peu en tête de poursuivre sur les surnoms des matchs, des actions, des célébrations, des techniques de lancer franc et encadré, comme tu disais Pierre-Armand tout à l'heure, par les mascottes, où j'ai l'impression que rien n'avait été fait en profondeur sur ce sujet-là, alors que qui n'aime pas les mascottes à part Robin Lopez, mystère. Donc voilà, et puis on a travaillé 2 ans tranquillement jusqu'à la fin du printemps, la 2025. Et du coup, moi, une question que je voulais te poser, quand on a deux volumes comme ça, on se dit toujours, quand on a les deux, si on a les deux d'un coup par lequel on commence, celui-là, le NBA Signature, je trouve, alors ça c'est mon avis, parce que peut-être la culture NBA que j'ai fait que je suis plus généraliste, et du coup j'ai retrouvé beaucoup plus de choses que je connaissais bien évidemment, tandis que dans All Star Names, il y en a énormément, je ne savais même pas, je veux dire, dans un quiz, j'aurais été complètement nul là-dessus. Toi, tu conseillerais à un gamin qui veut, tu dis, t'as un jeune public, aujourd'hui, qui n'a aucun des deux, lequel tu conseillerais en premier? Naturellement, les plus jeunes sont attirés par NBA All-Star Names, Mhm. clairement. Mais c'est vrai que d'un point de vue connaissance générale ou appréhension des équipes, le NBA Signature est pas mal aussi. Après, c'est vrai qu'on se confronte au problème de la lecture des jeunes. Et NBA All-Star Names, c'est des textes plus courts, qui correspondent plus à des posts Twitter ou Instagram ou Facebook. Et les jeunes accrochent plus sur cette lecture flash. Mais sur le fond, ouais, NBA Signature est plus, comment dire, aborde plus l'histoire vaste du basket américain. Alors Ouais, juste pour pardon. terminer, c'est juste une précision. Euh, pour les gens qui, quand on voit match, action, joueur, mascotte, on peut se dire tout ça va être mêlé, comment on va se retrouver. C'est classé par franchise. Mm. Donc c'est les meilleurs moments de chaque franchise. Donc on s'y retrouve finalement très facilement. Tu parlais de Rémi tout à l'heure, qui avait également
classer son livre, c'est NBA Road Trip, etc., par franchise. Ça permet de mieux se focaliser sur ce qu'on aime au départ, en tout cas quand on recherche quelque chose. Excuse-moi Théo. Non, Ouais, non, c'est pas t'inquiète. toujours facile. Ouais. C'est pas toujours facile de proposer un classement. Les surnoms, on les avait classés par thème. Mhm. Là, on aurait pu aussi classer par thème, mais ça aurait fait trop fouillis. Et, euh, et là, bien sûr, l'histoire des Celtics ou des Lakers, c'est pas aussi riche que celle des Hornets, Bobcats ou des Pelicans. Donc là, ça permettait de, de plus facilement visualiser toutes les équipes, voir leur importance aussi. Et l'ajout des mascottes permettait à des franchises avec une histoire faiblarde de leur apporter de la lumière. Parce qu'à travers, pareil, l'histoire des mascottes, on suit l'histoire de la franchise. Mhm. Moi, ce qui me plaît beaucoup, notamment dans le NBA Signature, c'est que je trouve que c'est une manière d'aborder l'histoire par le prisme du folklore, en fait, du folklore local, des histoires qui ont marqué, les anecdotes, etc. Et finalement, j'ai le sentiment que nous, et tu me diras si c'est la même chose pour toi, Vincent, mais c'est un peu comme ça qu'on est rentré. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai appréhendé le basket américain au fur et à mesure de. Tu parlais tout à l'heure de George Eddy, des anecdotes qu'il pouvait raconter au fil des matchs sur une époque que moi, j'avais pas connue. Et c'est vraiment comme ça que je suis rentré dedans. Et je trouve que c'est une bonne manière, en fait, pour accrocher l'imaginaire, notamment, et se faire une idée de, pas simplement du palmarès qu'on peut trouver dans une fiche Wikipédia pour savoir les faits, comment dire, l'effet très clair de l'histoire d'une équipe ou d'un joueur, mais ce qui l'a rendu spécial en fait. Et moi, c'est vraiment cet angle-là que j'ai beaucoup aimé dans votre projet et hyper bien servi bien sûr par les illustrations d'Adrien dont on parlait tout à l'heure. Ouais, carrément. Moi, j'ai pas une très bonne mémoire des chiffres. Je vais pas te dire qui a perdu en demi-finale de conférence en 94 face aux Rockets, tu vois. Mais on est tous pareils. On a sa mémoire, c'est des émotions, c'est pas des chiffres. Et pendant la phase d'écriture, d'ailleurs, j'ai découvert le Hope Culture. Je l'ai pas découvert au premier épisode. J'ai dû découvrir votre émission au bout de 20, de 20 podcasts. Et, euh, et des fois, je validais. Ah ouais, tiens. Et je vous écoutais parler de vos émotions sur le baiser de la mort ou sur Vince Carter, par exemple. Et je disais, mais voilà, c'est ça qu'aiment les fans. C'est les émotions, les souvenirs. Ils se souviennent qu'ils étaient avec leur petite sœur ou leur tonton sur le canapé à ce moment-là, ou qu'après le match, ils ont écouté tel morceau de musique et ils se remettent dans un contexte historico-médiatico NBA. Donc, nous, on est toujours sur le principe de la boîte de chocolat. On l'ouvre et puis hop, on en prend un et ça rappelle une sensation. Et c'est ça qui nous unit tous. Voilà, quelle que soit sa région, quel que soit son âge, c'est des émotions. Justement, tu parlais, on l'a suffisamment dit, fameux débat, Théo, qu'on avait sur le NBA, qui est une ligue de highlights. Mm. Finalement, vous en êtes la quintessence absolue, puisqu'on reprend un livre qui est c'est titanesque sur des grandes actions, sur des choses qui nous ont nourris, parce la plupart des actions qu'on a pu voir là, on n'a pas forcément vu le match. Tu parlais du Kiss of Death tout à l'heure, d'ailleurs. L'illustration, elle est complètement incroyable de la Ouais. mort qui embrasse Charles Barkley, ton presque homonyme Baby TGV. Mm. Du coup, tous ces highlights qui sont là, et donc je montrais l'illustration. Pour en venir, j'ai été soufflé par les illustrations, notamment sur la partie Chicago Bulls. Tu sais, Vincent, même si je le suis un petit peu moins ces derniers temps, parce que Théo ne me relance pas trop dessus, un ayatollah de la sneaker. Donc, moi, quand je vois des images des trucs de Jordan, des illustrations d'images de Jordan, tu imaginais bien que je regardais pas sa tête, mais ses pieds. Et je dois reconnaître que le travail qui a été fait est extra parce qu'il n'y a pas une action de Jordan une grande action qui n'est pas bien dessinée avec la bonne paire de chaussures. Et ça, pour vous, c'est pas forcément un détail, mais pour moi, c'est
essentiel. Que quand je vois Craig Illo qui essaye qui est déjà redescendu depuis 14 heures quand l'autre il est encore en train de monter, je vois une paire de Jordan 4, ou que quand je vois le Double Nickel Game, que c'est bien une paire de Jordan 10 aux couleurs de Chicago, moi ça, Alors, tu peux parler de la cerise sur le gâteau, là c'est le petit parapluie dans le cocktail. alors là, justement, ouais, moi aussi, je suis très, très, très pointilleux sur ces détails-là. Et pour parler de Jordan plus précisément, ces actions-là, tout le monde les connaît. Euh, Tout le monde a lu plein de choses, il y a eu plein de bouquins. Et là, j'ai voulu c'est des textes là assez courts, mais je voulais utiliser le prisme des tubes du Billboard qui passaient à l'époque et de ces sneakers. Donc voilà, je parle assez peu de l'action ou du match, mais je rappelle, tiens, qu'est-ce qui passait? Il y avait beaucoup de Madonna d'ailleurs qui était Ah bah oui. numéro un lors des exploits de Jordan. C'est vrai. Et j'ai essayé de chercher s'il y avait des petites histoires sur les sneakers. Et il y en a notamment avec le ball ball le, Le ball de boy. Utah. Ouais. Pour Ouais, Utah, de pour le flu Utah game, ouais. ouais, pour le flu game. Donc voilà, c'était sympa de trouver des angles originaux parfois pour parler d'actions maintes et maintes fois comptées. Ouais, mais c'est ultra bien documenté à ce niveau-là. Et c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui regardent pas ou qui font pas forcément attention à ces choses-là. Eux, ce qu'ils voulaient voir symboliser, c'était lors du flu game, cette fameuse position des mains sur les genoux avec Ah, la bouillotte sur la tête et le thermomètre dans la bouche pour bien comprendre que c'était ça, et qui sont pas forcément. Je peux comprendre qu'on n'avait pas forcément mais regardé que la Jordan 13 flu game, enfin la 12 flu game, elle est au pied. Et voilà, moi, c'est vraiment un détail. Moi, là, je vois ça, je mais me dis, waouh, c'est jusqu'au bout, c'est aux petits oignons. Adrien a la même rigueur que moi, donc il se devait aussi en lui-même de représenter la bonne sneakers. Voilà, c'était sûr. Voilà, j'en profite d'ailleurs pour il est pas là, mais j'aimerais bien un jour voir Adrien dans un MOOC Reverse, ça pourrait être sympa Ah qu'il soit bah carrément. invité. Ouais, Ouais, ouais. ouais, carrément, ça serait avec grand plaisir. Et j'allais poser une question justement. Quels étaient toi est-ce qu'il y a des livres sur le basket qui t'ont particulièrement influencé, ou est-ce que tu avais des références quand tu as commencé à bosser, que ce soit sur le premier ou sur celui-ci? Voilà, des bouquins qui t'ont aidé à te forger l'idée de ce que toi tu voulais faire. Moi, j'ai un livre qui m'a marqué. C'est La fabuleuse histoire du basket américain de Thierry Bretagne et Malval, qui est Jean-Claude Malval. Je veux pas faire je fais peut-être une erreur sur son nom, qui est décédé il y a quelques mois. Ce livre, c'est un livre début des courant années 70. C'est deux gars qui vont aux États-Unis découvrir le basket américain. Et l'écriture est un petit peu surannée, hein. On est 50 ans plus tard. Et moi, ce livre, il y a, il y a des jeux de mots, il y a des vieilles expressions, mais ce livre m'a beaucoup marqué personnellement sur ma culture basket. C'était les époques Wilt et Karim Abdul-Jabbar. Donc avant Jordan, avant Larry, avant Magic, c'est d'ailleurs dingue de se remettre dans un contexte euh, de cette époque-là. Donc ce livre-là m'a beaucoup marqué. Après, moi, j'ai été beaucoup marqué par les lectures de l'équipe, Oui. euh, du journal, avec l'utilisation des jeux de mots. Voilà, j'aime bien jouer avec les mots, jouer avec les champs lexicaux. Donc voilà, je pourrais citer ces deux sources principales dans dans ma culture perso. Et ce bouquin de Thierry Bretagne, tu l'as découvert à quel moment? À quel moment tu l'as lu? Moi, je l'ai lu il y a une quinzaine d'années à peu près. Je l'avais trouvé Ok. sur un site de revente. Ouais. Sinon, moi, j'ai été bercé Maxi Basket. Voilà. Je suis, mon père était basketteur. Il est toujours. Hein, on est basketteur à vie. Mais lui, il achetait toute la presse basket, tous les magazines.
il a été dans les premiers abonnés à Maxi Basket. Moi, 82, j'ai 6 ans. Je dis souvent, j'ai appris à lire avec Maxi Basket et ça, c'est ma base. Didier Lecor, Pascal Legendre, Patrick Chailloux, Liliane Trévisan. Voilà, c'est certaines personnes, j'ai eu l'occasion d'échanger avec elles. Je suis comme un petit gamin quand j'ai l'occasion d'échanger des mots avec, les anciens de Maxi. Puis bien sûr, après, 5 majeurs. Pareil, mon père achetait les New Sports, les Sports Action Basket. C'est une époque d'ailleurs où je m'intéressais un petit peu aux autres sports américains, ce qui n'est plus beaucoup le cas maintenant. Mais voilà, tout ça, ça m'a biberonné et ça m'a forgé ma culture NBA. Ouais. Ouais, du coup, vous étiez vraiment des lecteurs avides parce que là, tu as cité quasiment l'intégralité peut-être des publications qu'il y a pu avoir sur le basket, du moins dans les années 80-90 et même début des années 2000. Donc, ouais, beaucoup, beaucoup de lectures de toute la presse spécialisée, en Ouais, fait. Ouais. ouais, ouais, ouais. C'est vrai que une solide culture NBA. Enfin voilà, ça n'a, tous mes proches ou mes anciens copains d'école me disent ah, c'est normal que tu sois arrivé à ça. Je dis oh, pas forcément parce que j'avais pas pris cette tournure-là professionnelle. Mais ouais, ça n'étonne personne. J'aime bien quand vous parlez on est de la même génération. J'aurais bien voulu vous avoir comme pote au lycée. Parce que ouais, au lycée, quand on était fan de NBA dans les années 90, on n'était pas dans la majorité dominante. Et c'est vrai que j'étais un peu référencé, le gars qui aime la NBA. Et bien des années plus tard, tous ceux qui allaient en voyage aux États-Unis me disaient, oh tiens Vincent, toi qui t'y connais, est-ce que tu as des conseils à nous donner? Donc voilà, j'étais dans ma province de pornicaise, j'étais le référencé NBA. Ce Moi, qui est j'aurais pas marrant aimé dans... être copain avec Théo quand il Ah, était bah... au lycée. C'était une ordure, j'en suis sûr. Il écoutait Public Enemy, il devait ah, ça, je taper tout le confirme. monde. Ouais, il devait rayer les disques dans les magasins pour pas qu'on les achète. Ça devait être une ordure. Ça, c'est DJ Marseillais qui faisait ça, là. De Marseille, là, Je, qui faisait je ça. vois pas du coup de quoi tu parles. Ouais. Non, c'est marrant ce que tu dis sur le lycée parce que, bah, effectivement, c'était. Alors aujourd'hui, le basket a pris une place qui n'était pas du tout celle qu'il avait dans les années 90. Et moi, en fait, je m'étais pas rendu compte que j'avais emmagasiné autant de choses, en fait, et que j'avais appris autant de choses en regardant les matchs, et notamment, enfin, je leur dis à chaque fois, que ce soit par Georges Eddy ou les lectures que j'avais. Et c'est à la fac, en jouant au basket à la fac et en rencontrant d'autres gens qui venaient d'autres régions de France qui étaient, eux, tout aussi passionnés et qui, pour certains, notamment mon pote Olivier, qui connaissait plus de choses que moi, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais appris toutes ces choses-là. C'est-à-dire que pendant des années, j'avais, même si j'avais quelques potes qui aimaient bien le basket, j'avais pas l'occasion de me rendre compte que tout que j'avais lu et tout ce que j'avais entendu, je l'avais gardé en tête et je l'avais emmagasiné. Et c'est plus tard que je me suis rendu compte que j'avais un début de culture basket, alors surtout américain. Et après, c'est vrai que j'avais un retard sur ma culture du basket français que j'ai refait, que j'ai rattrapé mon retard quand j'ai été en stage chez Basket News longtemps. Tu parlais de Didier Lecor, c'était lui le rédacteur en chef à l'époque. Et c'est là vraiment que j'ai appris énormément parce que Didier Lecor, qui était, tu l'as dit, de l'équipe Maxi, qui a été parmi les, voilà, ils ont été parmi les pionniers du journalisme spécialisé basket en France, avec une énorme connaissance du basket français et européen. Moi, c'est là que j'ai pu étoffer un petit peu ça, mais sur la NBA au lycée, je me rendais même pas compte que je connaissais des choses en fait. Je kiffais le basket, j'étais un peu dans ma bulle tout seul, mais ouais, ça aurait été cool d'avoir un réseau de potes. Moi, j'aurais bien aimé avoir Pierre Armand dans ma classe, mais vision, le sentiment n'est pas réciproque de ce que je vois. Ah, c'était trop grand pour moi, tu vois. Tu m'aurais bully dans les couloirs, c'est sûr. Et j'ai une autre question, Vincent. Tu faisais référence tout à l'heure, tu disais que du coup à l'époque tu t'étais aussi intéressé à d'autres sports américains. Moi aussi, je m'étais un petit peu vite fait, bien moins que Pierre Armand, intéressé au football américain, etc. Au-delà du basket en tant que sport, vraiment que sport avec l'aspect performance, quels sont les autres éléments culturels en fait que toi tu rapportes au basket ou qui ont peut-être pu te marquer ou auxquels tu as pu t'intéresser par le biais du basket? Ah, c'est une bonne question. Je vais faire comme les politiques, je vais traîner un petit peu pour réfléchir. Euh,
Alors, c'est là où vous êtes niveau Champions League et moi je suis en D4. J'ai pas trop creusé sur le hip-hop, par exemple. Alors que c'est vrai que le hip-hop, c'est quand même la musique liée au basket américain. On en reparlera sans doute tout à l'heure au niveau musique. Mais les fringues, bien sûr, Ouais. voilà, les fringues, les t-shirts, les sneakers, ça, je me suis toujours intéressé à ça. Et quand je jouais, voilà, j'avais toujours envie d'avoir les plus belles baskets, même si j'avais pas le budget à l'époque où mes parents n'octroyaient pas le budget pour avoir des Air Jordan. Mais non, j'ai toujours été très casquette. J'ai une belle collection de casquettes. Je les mets un petit peu moins. Et puis voilà, des fois, on me dit que c'est le côté ado attardé. Il faut peut-être un peu calmer le jeu. Mais ouais, beaucoup les fringues, les casquettes. Et puis, ouais, culture, les magazines. Voilà, c'est ça. Puis les voyages aux États-Unis, j'ai eu l'occasion d'en faire pas mal. Donc, tout ce qui est découverte des villes américaines, de la culture, voilà un petit peu ouais, vers quoi ça m'a porté le, la NBA. Et une bonne note au bac aussi, parce que c'était sur la géographie des États-Unis. Ah, Et pas mal. quand on est plusieurs années avec une carte au-dessus de son lit, avec les, les logos des franchises, bah, on maîtrise plutôt pas mal. Donc voilà, ça m'avait permis d'avoir une bonne note au bac, la NBA. T'as vu Théo qu'on Je est foutu confirme. pour aller aux États-Unis? Oui, j'ai vu. Ah On oui, est j'ai vu. mort. Parce Ah, que si ils vont chercher 5 ans de réseaux sociaux, vu les messages qu'on s'envoie, Théo et moi, à se Mm. partager des dingueries quotidiennes de ce qui se passe là-bas, c'est fini, Théo. Ouais, Ouais. Mm. la France, le J'ai Cantal, j'irai pas en Oui, bah, Nick. bah, exactement. Ouais, ouais. J'avais pas prévu. J'ai plus prévu d'aller à Pornic, et effectivement que je connais pas du tout pour le coup, Pornic State of que de Mind, crois-moi. voilà, que de remettre les pieds aux États-Unis. En tout cas, pas dans Ouais, l'immédiat. Ça, c'est clair. vous serez bien reçu. Ouais. Eh ben, écoute, ce serait avec grand plaisir. Et du coup, tu parlais de casquette, juste une question toute conne, parce qu'aujourd'hui, c'est très facile en fait. Tu veux des sapes, t'es passionné de quelque chose, tu vas sur Internet, tu trouves des adresses, tu peux commander. À l'époque, comment tu faisais pour justement pour découvrir des choses ou pour aller choper des casquettes ou des t-shirts? À Nantes, il y avait un ou deux magasins, je pense à Atlantic Sport, par exemple, qui n'existe plus, mais qui distribuait les premiers t-shirts caricatures, les casquettes. Il y avait quelques magasins, un peu magasins spécialisés un peu US, où on pouvait acheter des Timberland ou faisait un petit peu, ou je me souviens qu'il y avait quelques casquettes qui traînaient, mais bon, on est quoi, ouais, entre 1990 et 1995. Voilà. Et puis, quelquefois, non, pas trop à Paris, mais à Nantes, on était un petit peu aidés. Et puis, souvenez-vous, les annonces dans les magazines, C'est on Ouais. ça. commandait aussi en vente par correspondance, hein, beaucoup, hein, le Casal Sport. C'est d'ailleurs, Sport j'avais USA, partagé, ouais, Sport USA, j'avais partagé pas mal de, de vieilles photos de ces ventes par correspondance sur Twitter. Ouais, ton compte, c'est Baby TER, hein, si je me trompe pas. C'est bien Ouais. ça? Mm, Voilà. mm, ouais. Avec la référence à laquelle faisait, enfin, ce que tu mentionnais tout à l'heure, Pierre Armand, avec bien sûr le Baby TGV, ce superbe surnom trouvé pour Charles Barkley par Georges Eddy. Alors là, c'est un surnom évolutif. C'est un copain qui m'avait trouvé ce surnom un peu en fin de carrière. Donc, j'étais Baby TER dans les bons jours. J'étais Baby Train-Corail quand ça allait un peu moins bien. et Intercité à la Euh, fin. non, j'étais Baby Charrette à cheval. Ah bah, très bon ça. Donc voilà, c'est un surnom évolutif, c'est pas mal. Un surnom à tiroir. Ok, bon. Ça, c'est bon ça. On Mais pourrait faire voilà, un. Ouais, vas-y. Vas-y. tous ceux qui ont la rêve de Baby TER, voilà, je sais que c'est des vrais, c'est des gars sûrs. C'est ça. Ou des vieux, l'un ou l'autre. Ouais, ouais. Ils disent Baby Terre, ceux Baby. qui connaissent pas. Baby Terre. Juste, ouais, bah, je vais poser la première que j'avais en tête. NBA signature, il y a tout ça, de move, Mm. d'action et tout. Vincent, si tu devais en garder qu'une qui t'a vraiment marqué, de toutes ces actions, de tous ces moves.
Si, mettons, tu Euh, vas voir quelqu'un que tu connais pas et tu veux lui montrer ton travail, tu lui montres une planche. je vais choisir le Skyhook de Karim Abdul-Jabbar. En move signature, je pense qu'il n'y a pas mieux, peut-être ex aequo avec le Dream Check. Mhm. Euh, je, j'ai aimé travailler sur le Skyhook parce que j'ai trouvé des choses que je n'avais pas lues avant. Donc, sur l'histoire, l'évolution de l'apprentissage du Skyhook. On sait qui a donné pour la première fois ce terme-là, le commentateur des Bucks. Le dessin d'Adrien, je l'adore. Magnifique. On l'a fait au Milwaukee Bucks parce que déjà on avait tellement de choses, tellement d'éléments chez les Lakers qu'on a exfiltré Karim des Bucks. Ça permettait aussi de rappeler aux fans que Karim a commencé à Milwaukee. Et donc voilà, c'est une des plus belles doubles pages, je pense, de NBA Signature. Toi, Théo, ce serait lequel le move que tu. Je pense On que ce va serait le voir. fadeaway de Jordan. Ah Je ouais. pense que j'ai pas tu vois, j'ai pas souvenir d'avoir beaucoup essayé d'imiter des gestes à part le skyhook quand même qui est quand même un geste tellement particulier que je commence tout juste à arriver à en mettre quelques-uns en 1 contre 0. Mais non, mais le fadeaway de Jordan, je pense que c'est certainement le signature move qui m'a moi le plus marqué et pour le coup que j'ai essayé de répliquer et que j'ai essayé de voilà de d'incorporer dans mon jeu, je pense que ça serait celui-là. Et toi, toi Pierre-Armand? Moi, ce qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune, c'était la No Look Pass de Magic, parce que c'était les Ouais. premières cassettes que je voyais, et c'était cette fameuse cassette qu'on avait eue dans le cadre d'un abonnement, je crois que c'était 5 majeurs, sur le titre de 88, et c'était le Showtime, quoi. Donc les passes aveugles de Magic, qu'on a tous réessayé, d'ailleurs, je dédicace à tous ceux qui continuent à faire des passes aveugles, tu sais, quand elles sont latérales. Ouais. Tu les vois, les gars, à l'entraînement, tu sais, qui veulent faire contre qui tu n'as jamais joué et qui veulent te montrer qu'ils savent jouer au basket et qui sortent des passes aveugles dans tous les sens, qui finissent toujours n'importe où, n'importe comment, et qui sont claqués. C'est-à-dire, il te regarde et il lance le bras et au moment où la balle part, il fait comme ça. Il tourne Voilà. la tête, exactement. Il tourne la tête de l'autre côté. C'est Donc les ça, passes d'aveugle. c'est Voilà, une c'est ça, passe les passes d'aveugle et d'aveugle. alors, dès que le budget de la France passe, ils vont l'inscrire au code pénal, ça, hein. Donc vous Mm. risquez gros si vous faites ça. Mais non, la No Look Pass, c'est un truc qui m'avait marqué parce que c'était pour moi un geste tellement spectaculaire. Et surtout, c'était un truc qui avait pas forcément. Moi, je regardais beaucoup de foot qui n'existait pas dans le foot, tu vois, qui a existé après par la suite avec les Brésiliens, surtout. On voyait Neymar, Ronaldinho faire des choses comme ça. Mais c'était un côté spectaculaire que j'avais jamais vu, un geste que je connaissais pas. La passe aveugle, d'ailleurs, c'était un terme que j'avais jamais entendu. Donc voilà. Donc c'était plutôt. Ça, c'est plutôt un truc qui m'a marqué et qui est bien documenté, évidemment, dans le livre. Et tu disais que tu avais appris des choses sur le Skyhook en bossant sur ce livre, et c'est une des questions que j'allais te poser, parce que moi, ce que j'adore dans ce métier, c'est que finalement, même quand on a choisi un sujet, quand on commence à le travailler, quand on commence à le creuser, on apprend toujours des choses. Toi, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu te rappelles avoir apprises ou découvertes pendant l'élaboration de ce livre? J'ai hésité tout à l'heure entre le Skyhook et le pourquoi du numéro 6 de Bill Russell. Et là, je suis vraiment allé au fond des choses et j'ai fait un travail d'enquêteur et bien sûr, il faut lire le livre pour avoir le, le fond de l'explication. Mais j'ai retrouvé un de ses anciens coéquipiers de l'Université de San Francisco, qui est malheureusement décédé au mois de janvier. Mais voilà, j'ai creusé sur le pourquoi de ce numéro 6 qui a été retiré pour l'ensemble des joueurs de la Ligue hein, maintenant. Et là, voilà, par exemple, un exemple de, de, de travail d'enquête qui m'a passionné et où je suis parti d'une info que personne connaissait et je pense être allé au bout de l'explication.
Ah bah, dès qu'on va finir cette émission, je vais me replonger dedans parce que je t'avoue que j'ai pas encore tout lu, mais du coup, ça m'intéresse carrément parce que j'ai pas du tout la réponse là. J'ai aucune idée de pourquoi Bill Russell avait choisi le 6, donc je vais aller me plonger dedans direct. Et est-ce que dans tes recherches sur les surnoms, ça t'est arrivé d'en trouver et où tu t'es dit, alors je peux pas parler de ça, c'est pas possible, ça va pas le faire, on va le laisser passer celui-là, on va parler de quelqu'un d'autre parce qu'il y a Euh, peut-être des surnoms des années 70-80 qui seraient totalement impossibles à prononcer aujourd'hui. non, il y en avait deux et on les a mis. C'est c'est Bad Porn Ouais, de Cory Maggetti et puis Speed Bump de Paul Mokeski. Donc on les a mis côte à côte. Donc Bad Porn, pas trop c'est pas la peine d'expliquer. Hein, on comprend rien qu'à l'intitulé. Et puis Speed Bump, c'est le ralentisseur en termes routiers, Dodan. mais c'est aussi voilà, c'est aussi une position du Kama Sutra. Donc on aurait pu éviter et on l'a mis. Voilà, c'est un peu caché. On n'a pas mis parental lyrics. Advisory, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, voilà, le livre est aussi pour les adultes. Hein. C'est pas que pour les enfants. Alors, puisqu'on est tous collectionneurs et qu'on aime bien les trucs un peu collector, moi j'ai une question à te poser parce que quand on les voit, là, tous ces visuels qui sont là, moi je vois des stickers là. Il y a des planches de stickers qui sont disponibles de ça ou qui seraient disponibles de ça parce que ça me ferait bien kiffer, quoi. Ouais, on aimerait beaucoup. Après, dès qu'on tombe un petit peu sur la représentation commerciale Ouais, c'est ça. Mais de en l'utilisation de bonus, je l'image, sais pas, avec une édition. ouais, c'est en réflexion importante, voilà. Et si c'est pas commercialisé, ça pourra peut-être se faire à titre production, micro-production amicale. Ah, parfait, parfait. C'est ça qu'on aime entendre. C'est parfait ça. Dès qu'il y a micro-production et amicale, nous on est chaud. Ouais. Du coup, je sais, c'est une question un petit peu, toute bête. C'est ce fameux débat sur le basket, c'était mieux avant, etc. Il y a pas mal de gens de nos âges, que ce soit pour le basket ou d'autres choses, hein, ça peut être sur la musique, qui restent braqués ou bloqués sur le passé. Toi, comment est-ce que tu vis ta passion du basket aujourd'hui? Est-ce que tu trouves que c'était mieux avant? Est-ce que tu es toujours aussi fan et plongé dans ce qui se passe maintenant? Comment tu le vis, toi? Ouais, c'est intéressant que tu me poses cette question-là, parce que j'allais peut-être y venir après par rapport aux reliques, mais je vais répondre maintenant. Euh, Vous avez vu les avions de chasse qu'il y a sur les terrains maintenant? Je parlais de Paul Mokeski dans les années 80, Je me mais suis dit, on était toujours sur Cory Maggetti. Je me suis dit, oh, là, Ça, ça vient de ça, ça. l'émission, elle part en live complet. Paul Mokeski, mais il mettrait même pas une demi-fesse sur le banc maintenant. Alors, moi, j'aime le passé, mais je suis pas passéiste. Le jeu a évolué. Les équipes de maintenant sont extraordinaires. Le 15e homme, il a des qualités physiques qu'avait le top 3 des équipes dans les années 80. Mais je dirais le problème, c'est le débat, il n'est pas là. Je reviens aux émotions. C'est les émotions que ça nous procure. Et les spectateurs du Boston Garden dans les années 50, ils kiffaient Bob Cousy. Et là, voilà, 70 ans plus tard, ils kiffent Jalen Brown ou Jalen Tatum. Et il y a des matchs, il y a des confrontations, il y a un résultat. Voilà, c'est ça le plus important. Et franchement, ça me saoule la surutilisation du 3 points maintenant, mais c'est des tactiques de jeu. Physiquement, les joueurs sont bien meilleurs en moyenne. Hein. Bien sûr, un Jordan était en avance sur son temps, mais moi, je suis team Jordan parce que c'est ma génération. Euh, je dis souvent ça, les émotions musicales, souvent on les crée à l'adolescence quand il y a les poussées hormonales et on imprime intrinsèquement ces émotions. Bah, quand on a grandi, quand à 15 ans on voit Kobe ou on voit LeBron, bah, c'est le meilleur pour la vie. Et voilà, il n'y a pas de débat. Et moi, je respecte pour ceux pour qui LeBron, c'est le meilleur joueur. Moi, c'est Jordan parce que c'est Jordan. Et il n'y a pas de, j'aime pas les débats, j'aime pas trop les classements. Chaque génération et chaque époque est top.
Et là, par exemple, on a une équipe du Thunder qui est géniale. Si on enlève, eux, ils sont très sympas, mais je les compare un peu aux Pistons, une équipe très soudée de mecs qui jouent ensemble. Alors eux, ils sont beaucoup plus cool que les Pistons. Mais voilà, je suis content de revoir un jeu d'équipe. Allez, bye bye les Big Three et compagnie. Et là, on va vers des années extraordinaires avec des joueurs de plus en plus impressionnants. Moi, je trouve que je vais juste donner mon avis sur la question que tu poses, Théo, excuse-moi, sur c'était mieux avant, c'est surtout que c'était mieux raconté avant. Voilà. Moi, je trouve que, tu vois, tu parlais de Georges Eddy, je trouvais qu'on rentrait plus dans le détail sur certaines choses, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a plus besoin de le faire, puisque tout le monde est déjà au courant avant même que tu racontes l'histoire. C'est-à-dire, même quand on fait le CQFR le matin, il y a des gens, ils ont déjà vu des highlights et tout. Et moi, ce qui me plaît tant dans ce qu'on essaye de faire avec dans Loop Culture et ce qui me plaît avec le travail de Vincent et Adrien, c'est que on a cette impression que sur ce qui est avant 2000, avant League Pass, voilà, on découvre encore des trucs. Et on peut encore aller chercher des trucs et découvrir des trucs. Tandis qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien découvrir. Tout, on sait tout. Ça y est, on est au courant de tout. Il y a des stats qui arrivent de n'importe quoi. Que LeBron, c'est le premier joueur à avoir mis un lay-up main droite un jour où il faisait 42 degrés à 10h du matin, parce qu'à 10h12, il y a quelqu'un qui a déjà. Enfin, ça prend des proportions pas possibles. Donc, c'est ce fait qu'on prenait le temps de raconter les choses, on prenait le temps de les découvrir, de les emmagasiner, comme tu dis Théo. Moi non plus, je ne m'en rendais pas compte. Et on est un peu comme les gamins qui regardent des Disney toute la journée et quand ils vont la première fois à Disneyland Paris et que tu te mets au milieu, il suffit qu'ils crient la première phrase d'une chanson, tu as 40 gamins autour qui vont finir la phrase, tu vois. Et en fait, tu te rends compte de ça, cette culture-là qui se transmet, mais peut-être même pas par un autre vecteur, mais que tu emmagasines toi-même à ta manière. Tu vois, par un seul canal. Avant, il y avait un seul canal. Et bon, c'est sans jeu de mots, c'était Canal qui diffusait ça. Mais c'est vrai que moi, cette impression-là, elle est dans la transmission. Et c'est important d'avoir des livres comme NBA Signature ou All-Star Name, justement, pour pouvoir parler de ce qui se passait avant et de mettre en perspective. Parce qu'aujourd'hui, le manque de perspective, il est évident pour beaucoup de choses parce qu'on n'a pas les images ou on a la flemme d'aller les chercher ou ce que font Thomas et Erwan avec leur Classic Game, aller montrer un match entre demain qui va être diffusé entre les Celtics et les Hawks de playoff dans les années 80. Bon, à la limite, c'est essentiel de regarder ça, quoi. Oui, je suis complètement d'accord avec toi, Pierre Armand. Alors, on va dire que je prêche pour ma chapelle, mais c'est vrai que autant je trouve ça vraiment super que les joueurs aient repris un petit peu la main sur leur carrière et dans une certaine mesure sur leur communication. L'un des biais, je trouve, c'est que on en a oublié que finalement raconter des histoires, à défaut d'être un métier, ça nécessite un savoir-faire. Bien sûr. Et que la notion de perspective dont tu parles, Pierre Armand, elle est à mon sens hyper importante dans le fait de raconter des histoires. Et on le voit aussi, tu sais, de plus en plus maintenant avec les documentaires sportifs qui sont financés et produits par les artistes ou par les gens sur qui est le documentaire. C'est eux qui ont payé pour que le documentaire soit fait. Et je trouve que c'est vraiment très visible, enfin tu le perçois en fait, c'est très perceptible. Il y a un manque de distanciation, je trouve, un manque de mise en contexte, parfois un manque de critique aussi objective sur ce qui se passe. Même, tu sais, je regardais sur ton conseil, Pierre Armand, le documentaire sur les Cowboys, là, les Dallas Cowboys. J'ai pas tout vu, mais même les moments, tu sais, qui sont un petit peu polémiques, tu sens qu'ils sont orchestrés, qu'en gros, à un moment, quelqu'un a dit oui, bah, il faut quand même qu'on montre un peu de négatif. Alors on dit bon, ok, on va montrer cette partie-là. Et voilà, là je te rejoins complètement là-dessus sur le storytelling qu'il y avait autour de tout ça. Et l'autre élément, c'était que c'est vrai, et bon ça, de toute façon il n'y aura pas de retour en arrière, comme on avait moins d'images, on faisait forcément plus appel à notre imagination. Moi, Mhm. Karl Malone, il y a un moment, je pensais que j'aimais Karl Malone parce que je l'avais même jamais vu jouer en fait. J'avais simplement lu des articles sur lui. On me disait que c'était un joueur super fort. Et finalement, il a fallu que je le voie à l'œuvre pour me dire bon bah oui, non, il est fort, mais c'est pas mon type de joueur. Voilà. Après, une fois que je l'ai vu jouer, je retire rien au joueur que c'était. Mais tu vois, je m'étais créé une espèce de mythologie autour de Karl Malone qui ressemblait pas à ce qu'il était en réalité. Et malgré tout,
ces éléments-là qu'on se crée nous-mêmes, c'est un peu ce dont tu parlais Vincent tout à l'heure là, ça pénètre notre ADN et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je peux me rappeler d'une anecdote racontée par Georges Eddy, je sais pas, durant un match de milieu de saison en 93 et que j'ai déjà oublié, la plus grosse perf qu'il y a eu la semaine dernière et qui était peut-être même la troisième plus grosse perf all-time, comme tu le disais, Pierre Armand, avec, tu sais, pondéré par le nombre de minutes, le nombre de tirs pris, etc. quoi. Et ouais, je te rejoins là-dessus, Pierre Armand, et je te rejoins complètement. Bien sûr, Vincent, on en a déjà parlé avec Pierre Armand, mais moi, je suis comme toi. J'adore l'histoire, j'adore ce qui s'est passé par le passé, mais je suis pas passéiste non plus. Non, puis ça racontait mieux. Moi, enfin, comment te dire, je préfère écouter Reggie Miller me raconter des histoires que Gilbert Arenas ou je sais pas, ou des joueurs peut-être plus récents. C'est juste que quand il y avait cette émission Open Court là où ils se racontaient leurs souvenirs les uns les autres, enfin, je pouvais regarder ça en boucle toute la journée. Ça me paraissait tellement plus intéressant que des podcasts aujourd'hui où on a des insiders, des joueurs qui racontent leur quotidien. Donc ça devrait nous rendre hystériques, tu vois. Mais combien on aurait donné pour avoir ça quand on était plus jeune, tu vois, d'avoir un joueur qui nous raconte son quotidien dans une émission radio. C'est trop bien. Bah, ou même l'exemple que tu donnais, Pierre Armand, de Starting Five qui finalement Ouais, va ouais, s'arrêter, alors que c'est là pour le coup, nous, Bah, qu'est-ce qu'on aurait donné pour, on ne pensait même pas que c'était ouais, possible d'avoir ce clairement. type d'émission. mieux Qu'est-ce que aussi. t'en as pensé, toi Vincent, du coup, tu l'as regardé un petit peu cette série-là Ouais, je suis saison 2. Bah, ça dépend de l'épaisseur du joueur. Ouais. Voilà, moi, je suis assez, je suis bon public pour ce type d'émission-là. Parce que oui, ça vient avec ce que vous venez de dire. J'ai toujours aimé, voilà, les petites histoires derrière. On n'avait pas d'infos. Là, c'est vrai que là, on en a beaucoup d'un coup. Et moi, j'adore en saison 2, j'adore Shea avec le Thunder. Et, et les mecs, ils se prennent pas la tête. Ils sont au pull de Noël avec les petits serre-têtes colorés. Je me dis, ah, c'est des bons gars et je comprends pourquoi ils sont si efficaces ensemble sur le terrain. Mais ouais, je suis bon client. Je suis déçu parce que j'aurais aimé voir Victor dans une saison 3. Ouais. Mais bon, ouais. Mais oui, trop d'infos tue l'info et finalement, ça marche pas parce que les gens sont déjà abreuvés de tellement de news, c'est que ça, si ça continue pas, c'est pas assez regardé. Donc voilà, c'est que les gens sont déjà saoulés par le reste. Et t'imagines, ça s'arrête alors que il y avait cette année, c'est la saison ultime. C'est-à-dire la saison 2 de Starting Five. Tu as les deux finalistes qui sont là. Tu as Tyrese Haliburton qui fait une post-season avec tous ses buzzer beaters, tout, plus le drama de sa blessure, plus le fait que Shea remporte le titre. Mais je pense que quand eux, ils ont bouclé ça, ils ont dû se dire, mais les gars, c'est 4 Emmy Awards, c'est les 10 prochains, on va signer pour 20 saisons à 14 milliards de dollars. Hmm. Bah, tu vois. Mais je pense que ça va peut-être changer quelque chose parce que du coup, on va se rendre compte que c'est peut-être un- quelque chose qui est un modèle qui commence à s'éteindre. Alors, il y a toujours cet exemple, je le mets à part, hein. Théo, on lui a posé la question, faire des choses qu'il pensait de la Formule 1, mais cette émission Drive to Survive là, sur la F1, c'est autre chose parce que la F1, c'est quand même ultra verrouillé et du coup, on rentre dans du sport presque individuel. Donc, je pense que sur le sport individuel, ça peut fonctionner, mais sur des sports d'équipe comme ça, je pense que c'est ouais, il faudrait vraiment un truc fou. C'est comme, rappelez-vous, chaque année, on attendait qu'une chose, c'était la cassette ou le DVD du titre. Mm. Mais on les regarde même plus. Enfin, moi, maintenant, les mini-movies là, des titres NBA où chaque shoot, il met, on dirait un truc d'Olivier Tom, il met 17 heures à arriver le shoot. Tu le vois, ce shoot? Oui, Le très très shoot de bien. Kyrie Irving, match 7 contre le. Hein, c'est Mm. 18 heures, ça dure. Mais du coup, je pense qu'on est arrivé au bout sur ce truc. Et je pense que les jeunes s'en foutent, mais nous, ça nous fait mal au cœur parce qu'en effet, le jeune qui est en nous, le jeune fan, aurait été. J'aurais tout donné pour avoir ça. The Last Dance en 98. Mais laisse. C'est clair. Bah après, bon, comme tout le monde, hein, c'est aussi qu'on a tellement abreuvé, Voilà, c'est ça. on a tellement de La faute de contenu Rivers. entre guillemets à disposition que il manque d'heures dans la journée Faute pour vivre d'Antoine tout ça, Pinard. quoi.
C'est la faute d'Antoine Pimel. Tout comme toujours. Mais comme toujours. Avant qu'on passe sur nos rubriques, donc je rappelle donc votre livre, Vincent Reculot et Adrien Pompuy. Le livre s'appelle NBA Signature aux éditions Amphora. Où est-ce qu'on peut trouver ça, Vincent? Partout, Worldwide. everywhere. Mais privilégiez votre libraire de proximité. Ouais, je valide totalement ce que tu dis, Vincent. On a surtout pour voilà des. Nous, on est une petite société d'édition indépendante et donc on soutient bien entendu les libraires indépendants comme les disquaires indépendants qui souvent vraiment connaissent leur métier sur le bout des doigts. C'est encore des endroits où on peut aller poser des questions, avoir une vraie écoute et être aiguillé sur des choses qui vont nous intéresser. Donc c'est vraiment aussi important de se rappeler que c'est primordial de garder ces petites structures et ces petits relais de culture. Et puis en plus, Amphora, c'est une maison d'édition qui fonctionne très bien, très vite. Donc si vous allez chez votre petit libraire indépendant qui ne l'a pas, vous l'avez, il arrive très très vite. Hein. Il le trouve très facilement et il arrive vite. Donc on continue. Le combat. Allez, on enchaîne sur nos rubriques. Vincent, j'imagine que Pierre Armand t'avait briefé sur notre... Et puis, comme tu m'as dit que tu écoutais l'émission, donc tu connais par cœur. Est-ce que tu as un son de la semaine, un track of the week? Alors, je n'écoute pas beaucoup d'actualité. Comme vous êtes très branché hip-hop, je me suis dit, de quoi je vais parler? Parce que voilà, je suis en D4, limite à me battre pour pas descendre. En dessous, c'est le handball. Non, j'ai réfléchi à ça. J'ai pensé à un artiste qui m'a beaucoup marqué dans l'écriture, c'est MC Solar. MC Solar, c'était quand même le roi des rimes, le roi des jeux de mots. Et j'ai beaucoup écouté MC Solar quand j'étais plus jeune et je pense qu'il m'a influencé. Alors sinon, non, je vais vous parler de cet album. Ah, Moi, excellent. au début des années 90, j'écoutais pas de hip-hop, j'écoutais de ce qu'on appelait un peu de manière exagérée l'acid jazz. Et Ouais. j'écoutais les Brand New Heavies, qui était un groupe anglais. Mhm. Et ils ont sorti cet album en 92 en collaboration avec des featuring de rappeurs américains. Alors, que je connais très peu. Alors, j'ai un peu bossé sur le sujet, donc j'ai vu que la dernière chanson, c'est Far Side, C'est c'est ça. ça? Et en fait, dans cet album-là, c'est leur premier enregistrement officiel. Quelques mois après, ils sortaient leur premier album, dont une chanson est dans la playlist Hoop Culture. Ouais. Donc, j'écoute très très peu de hip-hop, mais cet album-là, il me suit depuis 1992. Je l'écoute régulièrement parce que c'est un mélange de hip-hop et puis d'acid jazz, funk, beaucoup de guitare basse. Donc voilà, je ne veux pas m'inventer un présent hip-hop que je n'ai pas. C'est mon disque sûr que je mets à fond dans la voiture et qui me fait du bien. Eh ben, Voilà, écoute, donc Brand New Heavies, avec une petite mention particulière pour Who Makes the Loot avec Grand Puba. Il est connu ouais. ou pas? Ouais. Ouais, 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 ouais. Et, et puis Soulflower avec The Far Side. Eh ben, excellent choix. T'étais pas obligé de chercher forcément orienté hip-hop, mais en tout cas, super choix. Moi, j'adore ce disque. Il y a notamment un morceau avec Large Professor qui est excellent. On peut retrouver de tête, il me semble qu'il y a Mastaïs aussi qui signe un morceau. Et Cool J-Rap même. Donc, super choix, Vincent. Du coup, tu m'as redonné envie. Je pense que je vais me l'écouter cet après-midi direct. Ça fait trop longtemps que j'ai pas écouté cet album. C'est comment? C'est Impressions Volume... Non, je sais plus le titre. Heavy C'est Experience, je crois. Ouais. Every Rhythm Experience, volume 1. Il n'y en a pas eu de deuxième. Voilà. Il n'y avait pas besoin, ils avaient tapé trop juste sur le premier volume. Pas besoin de volume 2. Pierre Armand, qu'est-ce que tu as écouté toi cette Moi, semaine? je te dis, c'est toi d'abord, parce que j'en ai plusieurs suivant ton choix. Ok, J'ai pas, alors moi je vais je pense que il y a quand même un gros truc qui est sorti vendredi là. Alors, je serais étonné qu'on ait le même parce que moi, c'est un truc que j'ai une découverte et je vais remercier mon gars Romoine qui a signé le générique du podcast Le Jeu et qui a signé le générique de certaines des musiques qu'on utilise pour faire la promotion de nos MOOC, qui m'a orienté vers deux artistes de rap français que je ne connaissais pas du tout parce que voilà, je suis déconnecté de cette scène. C'est Limsa Dolnay et Isha qui forment un duo et qui viennent de sortir un album. Eux, c'est volume 2, mais l'album s'appelle Bitume Caviar.
Et à ma grande surprise, j'ai kiffé. Et en fait, je suis en boucle dessus depuis une semaine. Je me suis même Mm. réécouté leur premier volume que je connaissais pas du tout. J'ai aimé c'est bien écrit, c'est extrêmement bien produit, c'est malin. Il y a il y a du fond et de la forme, et donc voilà, moi je suis à fond sur ce disque, donc je remercie encore Romoine de m'avoir aiguillé là-dessus, et puis par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment la preuve que pour le coup, enfin, je suis... Le rap français que j'ai préféré, je pense qu'il est derrière moi, mais malgré tout, bah là j'ai pris une gifle et j'en suis ravi. Donc voilà, ça s'appelle Bitume Caviar, volume 2 de Limsa Dolnay et Isha. Bon, je pense alors du coup, je vais sur du tout cuit pour toi, Théo. Une collab que tu attendais depuis longtemps, évidemment. New-Yorkaise. Ah, DJ Premier et Nas, j'imagine. Là, c'est DJ Premier, Ouais. évidemment, qui ont sorti leur album qui s'appelle Light Years. C'est sorti vendredi, on est dimanche aujourd'hui, c'est sorti avant-hier. Bon, voilà, bah écoute, en ce moment, il y a plein, on est gâté au niveau de ce type d'album, entre un album de la Soul, là, ces premiers qui se mettent ensemble comme ça. Visuel du disque, on n'est pas ouais, Je suis d'accord. dégoûté. Je vais le dire tout de suite, je suis dégoûté. Je voulais un Oui, gros mais visuel là. Je me disais, ce disque-là, je vais le récupérer et tout. Bref. sur la version numérique, en tout cas, il y a une vraie Ouais. photo, enfin, il y a un vrai truc joli. Voilà, c'est pas un mauvais disque, il y a des bonnes choses dedans. Il y a un track qui s'appelle GIT Ready, voilà, que moi j'ai kiffé. Donc allez quand même écouter ça pour vous faire une idée. C'est du gros rap à l'ancienne, du gros boom bass. On sait que Premier, c'est pas du genre à se mettre à. Il fait ce qu'il sait bien faire et ce qu'il fait mieux que personne, certainement. Beaucoup vont dire qu'il pourrait faire un peu plus et essayer d'aller voir un peu plus loin. Mais bon, bah, moi, quand on est numéro un dans sa catégorie, on peut continuer à faire de bonnes choses. Donc voilà, et puis avec le flow de Nas qui ne vieillit toujours pas. Donc, très bon disque de hip-hop, il n'y a rien à dire. Ça s'appelle Light Years et GIT Ready, qui, moi, m'a bien plu. Parfait. Je t'avoue que je me le suis pas, j'ai pas encore écouté parce qu'il y a certains disques comme ça que je veux vraiment être sûr de pouvoir écouter pour le coup à l'ancienne d'une traite, comme quand on Hmm. enlevait le petit papier cellophane de notre CD ou de notre vinyle et qu'on le mettait sur la platine pour l'écouter de A à Z. Donc je vais essayer de me trouver du temps dans le week-end pour découvrir ça. Et on Et te demandera la semaine ouais, prochaine ce que tu en penses. ouais, avec grand plaisir. Est-ce que tu as eu un coup de cœur sinon, Vincent, autre que musical cette semaine ou ces derniers Alors, temps, hein? je suis en train de terminer le livre de Thomas VDB, Fiascorama. Voilà, c'est un humoriste que j'aime bien, qui est de notre génération aussi, qui, qui était avant journaliste rock et qui a décidé il y a 20 ans de passer acteur, humoriste. Voilà, j'aime bien ce qu'il fait. Euh, c'est il se présente un peu comme un procrastinateur, pas trop motivé par le boulot, mais finalement, je pense qu'il arrive à ses fins. Voilà, j'aime bien sa manière, son humour qui est pas frontal et il fait passer les choses assez finalement beaucoup plus finement qu'il laisse entendre. Et puis, j'encourage les gens à aller écouter sa chronique qu'il avait fait sur Nova, sur Petit Louis Sarkozy, qui est Elle est très drôle. qui est extraordinaire. Et il dit, on l'a pas vu grandir et c'est dommage. Il y a certaines choses, vaut mieux qu'elles restent petites. Voilà, donc Thomas VDB, Fiascorama. Parfait, très bon ça. Pierre-Armand, qu'est-ce qui t'a tapé à l'œil cette semaine? Dans l'oreille, un podcast. C'est marrant que Vincent me dise ça, comme quand on est bien connecté. On a envie de rigoler en ce moment. Moi, tous les mercredis, je ne rate pas le podcast des potes qui font du cast. C'est Dedo et Yacine Bellous qui se sont mis à faire ça. C'est 1 heure de grand n'importe quoi tous les mercredis. Enfin, tu vois, l'absurde, tu multiplies par 18 et tu as un truc qui est encore moins absurde que ce qu'ils font toutes les semaines. Donc, c'est à mourir de rire. Ils ont des invités souvent. Il y avait Alexandre Astier qui était avec eux il y a 15 jours. Là. Voilà, ça part de rien. C'est un peu comme Seinfeld. Il n'y a pas d'idée de départ. Mais, pas moi, en tout cas, je suis client de cet humour-là. Le podcast, et si vous aimez ce qu'ils font, ils font des romans poteaux aussi toutes les semaines sur leur réseau.
Et c'est bien absurde aussi. C'est des grands fans de Bill Burr, de toute cette branche-là. Donc Yacine Bellous, qui est pour moi un des GOAT de l'humour français, et Dedo, ils se sont rencontrés, c'est les tout premiers du Jamel Comedy Club. C'est la première génération du Jamel Comedy Club. Donc voilà, allez écouter ça, c'est tous les mercredis. Ils font de la vidéo aussi, mais rien qu'à l'écouter en podcast, en audio, déjà, ça suffit à imaginer le reste. Donc c'est à mourir de rire. Super, je ne connaissais pas du tout, mais podcast, ça aurait été un très bon nom de podcast pour nous aussi, Pierre Armand. On va voir Exactement. si on peut pas détourner, leur reprendre leur émission. Moi, j'ai à nouveau un coup de cœur sur quelqu'un dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, c'est Fusil, un graffeur qui a un podcast qui s'appelle le podcast de Fusil, qui est un artiste aussi de tatouage. C'est un artiste tout simplement, je pense que c'est le terme. Et sa revue Tag qui documente un peu l'histoire aussi du tag ou du graffiti en français, mais à chaque fois par petites touches très précises. Là, il sort le numéro 7, et alors que d'habitude, c'est des petits formats, là, c'est un grand format. Vous voyez, format A4, même peut-être un peu plus grand que ça, avec des photos, vraiment, c'est sa collection de photos personnelles, c'est uniquement des photos de tags de la fin des années 80, prises sur sa ligne, donc si je dis pas de bêtises, il me semble que lui, c'est la ligne Saint-Lazare, et donc voilà, c'est ça, c'est vraiment... Alors, pour le coup, c'est... Pour les passionnés entre guillemets ou les nostalgiques, moi ça me rappelle beaucoup mon adolescence malgré tout ces ambiances-là. Le tag, je comprends, enfin ça touche plus ou moins les gens, ça je comprends bien. Mais voilà, moi j'aime vraiment beaucoup le travail que fait Fusil. Tout ça aussi, c'est à nouveau et encore une fois de l'édition 100% indépendante. Vous pouvez trouver toutes les informations. On vous met le lien comment dire, en description de cet épisode, si vous voulez découvrir soit la revue Tag, soit ses podcasts, ou ses vidéos, ou ses différents projets. Je trouve que c'est toujours très bien fait, et moi j'aime vraiment ça, que ça me replonge dans des ambiances, des univers de mon passé. Ça me fait des petites... comme on a Madeleine de Proust, c'est ça, des petites pastilles temporelles, capsules spatio-temporelles qui me ramènent un peu dans le passé. Donc voilà mon coup de cœur pour cette semaine. Là, je suis hyper curieux, parce que là, c'est le moment de la relique, et je suis hyper curieux de savoir ce que Ah toi, ouais. Vincent, tu nous as préparé cette semaine. Ouais, je sens qu'il va faire mal. Non, ma plus belle relique, je suis pas dans la bonne pièce, mais chez moi, j'ai 2 sièges du Madison Square Garden que j'avais acheté lors de la réfection. Alors, je pourrais vous envoyer une photo, mais Allez, salut! voilà. Allez. C'est ça. Tu sais, je suis emoji, je vais parler en forme d'emoji, emoji avec le crâne qui explose, là. Je savais même pas que ça existait, des choses pareilles. Alors, la première, alors, À la j'ai un première, super. c'est-à-dire, le mec, il y en a plusieurs. Non, j'en ai deux. Je vous ai dit tout à l'heure, j'avais un super papa qui a nourri ma passion. Et quand il allait à Paris pour le travail, il ramenait des choses, des t-shirts NBA. Donc ça, c'est un de mes premiers t-shirts de Incroyable. Michael Jordan. Il est, Ok. je crois qu'il est de 86, mais il l'avait acheté peut-être 2, 3 ans plus tard dans le magasin de Georges Eddy qui s'appelait Magic Basket. Donc je le mets toujours. C'est bien sûr les t-shirts Salem. Alors Mhm. malheureusement, comme j'étais un peu idiot, il y a certaines taches que j'ai frottées avec le côté vert Du de Scotch De l'éponge. Brite. l'éponge. Donc, mais voilà, c'est mon petit, on va dire une de mes plus vieilles reliques. Et puis, comme merci la NBA, j'avais eu une bonne note au bac. La carotte, c'était aller à New York. Donc en 94, ça a été mon premier voyage new-yorkais et la claque. Alors New York, quelques mois avant, avait perdu contre Houston. Alors j'avais acheté, Ah, il est voilà, magnifique. Ouais, il est beau voilà, celui-là. c'était Paragon Sport qui était présenté à l'époque comme le plus grand magasin de sport du monde. Alors, je ne Mhm. sais pas si c'est toujours le cas. Donc celui-là, je l'ai beaucoup mis au basket. Alors vous savez, c'est un coton assez épais. Tu fais Mm. 80 kilos en début d'entraînement et 92 euh, à la fin. Donc voilà, j'y tiens beaucoup et ça rappelle la parenthèse enchantée des Rockets au milieu des années 90. Et j'ai eu l'occasion d'aller à Houston il y a 2 ans. Donc ça, c'est la version moderne. Ok. Donc c'était pour faire le petit parallèle. Est-ce que c'était mieux avant? Non, c'était différent. Voilà, maintenant les matériaux sont peut-être plus techniques, mais finalement on prend toujours le même plaisir à porter les t-shirts qu'on a achetés.
Ouais, c'est magnifique. Et ce qui est fou avec ces t-shirts-là, c'est quand même la longévité de ces t-shirts. Parce Ah ouais. que acheter à l'époque, tu t'en fous, Mm, c'est ton nouveau t-shirt. mm, Tu te dis pas que dans 25 ans, tu vas le mm, ressortir mm. comme relique pour le montrer à Pierre Armand et à Théo dans un podcast. Et moi aussi, j'en ai Ouais, des t-shirts de cette époque-là qui ont ouais. hyper bien vieilli. Et celui-là, il est en état Ouais, il incroyable. a bien. Et il a été utilisé, hein. Il Ouais. a vraiment été utilisé, celui-là. Et peut-être que les plus jeunes qui nous écoutent, ça va leur donner des vocations et ils vont tout stocker, ils vont tout coffrer Ouais. dans leur cave pour leur sortir dans 20 ans. Qu'est-ce que t'as préparé, toi, Pierre Armand? Ah bah alors j'en ai une vraie et une pas vraie. Mais je sais pas si vous avez vu qu'il y a un gars aux États-Unis, il est allé chez Goodwill, qui est une chaîne une friperie, et vous avez vu sur quoi il est tombé? Alors Théo va vous montrer la photo dans quelques instants. Le mec est tombé sur une authentique veste, les fameux shooting Ah oui, shirts, j'ai vu. les vestes, il a trouvé une veste de Larry Bird, portée Sérieux? Mm. Ouais. d'une marque que je connaissais même pas, avec marqué Bird, Larry, là Mm. ici, Bird dans le dos, à sa taille. Et en fait, le gars s'est rendu compte que c'était un truc qui avait appartenu à Larry Bird certainement, qui avait dû être donné, fini, machin. Il a trouvé ça dans une friperie, le gars. Il a dû, à mon avis, écoute-moi, moi je pense que mon âme sortirait de mon corps. Je serais allé voir le gars truc en disant 10 dollars, vous déconnez, c'est pourri ce truc-là. 5, ça vous va? Te rendre compte que tu viens de choper un truc qui a été porté par Larry Bird. Alors je pense en début de carrière en plus. Parce que moi, j'avais jamais vu ce truc-là. Donc je me dis, mais parfois, je vous le dis, allez fouiner dans des friperies quand vous êtes fan de Spoilers. Nous, je sais qu'à Marseille, il y en a un qui s'appelle Vincult qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Et des fois, il a des trucs. Alors lui, il sait ce qu'il a intention, hein. Il a des collections de pins de tous les joueurs des Bulls des années 90 et tout. Mais parfois, il a des vestes ou des survêts et tout. L'autre jour, il m'a sorti quand même le survêt haut et bas Reebok de 92. Celui sur Jordan, il met le drapeau. Mhm. Bon, il ne le vendait pas 5 dollars. Ouais, Mais j'imagine. oui, puis elle est dure à porter la veste aujourd'hui. Dans 2025, je ne la porte pas la veste. Oh, remarque, peut-être si je la mets à l'aéroport, je pourrais aller aux États-Unis. Mais voilà, donc ça, c'était le rêvé. Et puis cette semaine dans Hangtime, j'ai reçu Alexis Bernier, qui est le directeur de la publication de Tsugi. Vous savez, je vous ai présenté quand on était avec Guillaume la dernière fois le hors-série Tsugi sur la French Touch. Donc du coup, je l'ai reçu là sur cette émission. Il nous a raconté un peu un peu comme Théo raconte quand il parle du MOOC, la mise en place de ce magazine. Et en fait, il s'avère que lui, il était dans les bails dès le départ avec toute la bande. Donc il les a rencontrés jeunes. Enfin, il est dans ce microcosme French Touch depuis le début. Donc lui, il a vu toute l'aventure de l'intérieur. Je pense que j'aurais pu faire durer Hangtime à peu près 7 heures, Ouais. faire double, triple prolongation. Et du coup, il m'avait envoyé une certaine playlist et il y a un bel article sur DJ Gregory qui est un de mes DJ préférés de cette période-là. Donc, je sors son single pour moi préféré qui s'appelle Elle, qui est là sur le label Defected Music. C'est un vinyle, celui-là, il est de quoi? Il est de 2003. Voilà, c'est un morceau hypnotique qui dure 8 minutes, qui est absolument magnifique. C'est tout ce que la French Touch a fait de plus beau. Voilà, un truc à s'écouter le soir, même le dimanche matin pour se réveiller, c'est planant à loisir. Allez écouter ça, c'est magnifique. Très belle pochette aussi, je trouve. Ouais, mais Très Defected écrire. sortait, c'était une charte et chaque Ok. artiste, donc c'était exactement pareil, il y avait juste la couleur qui changeait, mais il y avait toujours le oscilloscope, là, je sais jamais comment on appelle ça. J'en ai aucune idée. Ah, voilà, la signature sonore du morceau en tout cas. Très cool. Bah écoute, moi aussi je suis tombé. Je vais rester musique. Comme je te dis, je pense que je pense que j'ai pas écouté autant de rap français. J'avais pas écouté autant de rap français depuis 25 ans, je pense que cette année avec entre l'album de Flint, donc je vous ai Mm. parlé à plusieurs reprises, celui de Limsa Dolnay, etc. Et Disha. Et donc là, pareil, petite Madeleine de Proust. Moi, je suis retombé, je me suis ressorti cet album d'un groupe historique, groupe de rap français historique qui s'appelle Les Little. Un groupe qui est apparu, mais vraiment juste après NTM et IAM, c'est vraiment, c'est la même fenêtre. Par contre, voilà, en tant que groupe, ils ont pas fait la même carrière que NTM et IAM. Ils ont sorti qu'un seul album officiel sous ce nom-là. C'est le premier album qui s'appelle Les Vrais et qui a
Il y a des morceaux qui ont vraiment bien vieilli, il y a des choses qui sont hyper datées, hein, je vous le cache pas, ça doit être 90, je pense 92, voilà, ça va être début 92, mais il y a des morceaux que j'adore dessus, notamment le morceau Ressens le son avec Manu Dibango que je trouve super bien produit, et ce qui est marrant, c'est que moi à l'époque, j'avais pas la capacité de me rendre compte qu'il y avait aussi pas mal d'autres choses qui étaient assez pompées, et ce qui est intéressant, c'est que cet album a été, récemment, ils l'ont mis sur les plateformes de streaming, agrémenté d'un inédit qui s'appelle Nous sommes au service du hip-hop et qui est vraiment quasiment un plagiat d'un morceau d'EPMD qui s'appelle Brothers from Brentwood LI. C'est assez marrant, si vous écoutez les deux coup sur coup, vous verrez à quel point c'est similaire, mais moi j'aime les deux, j'adore les deux, donc voilà, ce groupe, Les Little, et leur premier album, Les Vrais, que moi j'ai kiffé et que j'ai pris grand plaisir à réécouter cette semaine. Parfait, merci messieurs. Voilà, un bel épisode de Culture qui s'achève. Ouais. Merci Vincent d'avoir passé ce moment avec nous. On vous rappelle que NBA Signature aux éditions Amphora et All Star Names sont disponibles toujours. Les agendas, pareil. Voilà, il y a plein de choses pour vous mettre sous le sapin. N'hésitez pas à vous jeter là-dessus. Pareil, si vous voulez un MOOC River, si vous voulez un des anciens livres qu'on a fait, les GOAT, la saison en enfer, tout ça est disponible. Je crois que Théo, on arrive dans les périodes un peu justes où on n'est pas sûr que ce soit livré pour Noël. Par contre, attention. C'est encore jouable. Là, si vous Encore commandez, jouable. donc là, On est dans... si vous écoutez ce podcast dimanche, vous commandez aujourd'hui, ça part en tout début de semaine et ça arrivera, en tout cas si vous êtes en France métropolitaine, ça arrivera à temps. Donc voilà, envoyez-nous tout ça, envoyez-nous vos commentaires de l'amour. Mettez des commentaires même pour nous dire ah, super, voilà, ça nous va très bien, on est content. Ou voilà, c'est vraiment ça, c'est des bons commentaires. Mais ça fait un commentaire, c'est parfait. Bonne fête, Vincent, à toi en avance et merci Merci pour tout ce encore, Vincent. que Ouais. tu fais pour ce travail et vivement la suite. Merci, merci beaucoup à vous pour votre invitation. C'est super, ça permet de donner de la visibilité à notre travail, alors que vous avez aussi vos productions. Donc, c'est super sympa voilà, d'être collaboratif comme ça. Et puis, voilà, il faut toujours dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Donc, moi, j'aime beaucoup vous retrouver le lundi. C'est mon jour d'écoute. Et voilà, merci à vous pour toute la bonne énergie que vous distribuez. Bah, merci beaucoup Vincent, merci Pierre Armand pour cet épisode. Juste pour info, a priori on se retrouve pas la semaine prochaine parce qu'on va essayer de vous préparer des épisodes pour agrémenter les fêtes. Donc probablement pas d'épisode la semaine prochaine, mais ça veut pas dire qu'on vous abandonne, on vous retrouve très vite. Passez une super fin de week-end ou un super début de semaine si comme Vincent vous nous écoutez en début de semaine et on vous dit à très vite. Ciao. Salut.